Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Loïc Jouenne de Conviction RH. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors Conviction RH, c'est un cabinet de conseil spécialisé finalement sur la transformation des organisations du secteur public. Alors dans le domaine RH, est-ce que tu peux nous expliquer exactement en quoi ça consiste ? Alors effectivement, nous sommes spécialisés dans la transformation des organisations publiques, mais aussi privées. Mais je suis effectivement surtout là pour vous parler des organisations publiques, parce que les organisations publiques expriment de plus en plus des besoins de transformation et qu'on a le souci, nous, historiquement, de mettre les ressources humaines au cœur de ces démarches de transformation. Donc c'est vraiment l'ADN de Conviction RH. Donc du coup, on sait que le secteur privé évolue très vite sur tout ce qui est RH, la manière de manager, les espaces de travail changent. Mais dans le public, finalement, moi d'un point de vue externe, tu vois, je me demande à quoi s'intéresse le public finalement, qu'est-ce qu'ils ont envie de changer, sur quoi t'es sollicité ? Effectivement, il y a des mots-clés que tu viens d'employer qui sont aussi des mots-clés qu'on retrouve de plus en plus dans les démarches de réorganisation, restructuration parfois, ou transformation, qui est un terme un peu plus neutre dans la sphère publique. Ces questions d'espace de travail, ces questions de management, ces questions d'organisation du travail, et c'est bien là aussi le sens de nos missions, d'accompagner en fait et de faire en sorte que la dimension espace de travail, la dimension management, la dimension organisation du temps de travail et la dimension organisation toute court, j'allais dire, soit merveilleusement articulé et orchestré. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on observe de plus en plus et qui s'accélère encore un peu plus dans la sphère publique, avec un effet Covid naturellement évident, notamment sur les espaces de travail, mais pas que, on y reviendra. Alors du coup, j'aimerais bien qu'on y vienne tout court, concrètement. Est-ce que tu peux me donner des exemples de projets sur lesquels on te sollicite le plus ? Quelle typologie de clients tu as finalement dans le secteur public et qu'est-ce qu'ils te demandent ? C'est quoi tes projets ? Alors il n'a échappé à personne que la sphère publique en France est très vaste, très protéiforme. Donc on y trouve des directions d'administration centrale, ce qu'on appelle les ministères, leurs services dits déconcentrés, donc c'est les services dans les régions. On trouve des collectivités territoriales dans la sphère publique, on trouve des opérateurs ou des établissements publics. Donc tous ces acteurs publics finalement nous sollicitent pour des besoins de transformation. Et ce qui est particulièrement en fait intéressant en ce moment, c'est qu'on constate qu'effectivement derrière un sujet de réorganisation, on trouve un sujet d'espace de travail. Je prends un exemple, une grande métropole du sud de la France nous a récemment interpellés sur un projet de réorganisation de ses services. Donc on les a accompagnés à réfléchir à cette nouvelle organisation, mais assez rapidement, il y a deux questions qui ont émergé. Celle de la représentation de ces services dans des espaces de travail modernes et digitalisés. Donc on les a accompagnés aussi à réfléchir en fait à la façon dont cette nouvelle organisation allait se projeter dans ces espaces de travail mieux digitalisés, et en lien avec ça, l'organisation même du temps de travail. Donc c'est une grande préoccupation dans les collectivités territoriales. Il y a même une loi en fait qui a été votée il y a quelques mois maintenant sur les fameuses 1607 heures. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la technocratie, mais sachez effectivement que cette organisation du temps de travail, cette réorganisation dans cette grande métropole a eu pour conséquence de les inviter en fait tous, et nous avec eux, à réfléchir à la façon dont cette nouvelle organisation allait se projeter dans des nouveaux espaces de travail modernes. Donc, fini les cloisons, fini les cloisonnements, fini aussi les silos, et il faut que l'espace de travail incarne ça. Donc, on parle naturellement des espaces ouverts, des espaces flexibles, des espaces digitalisés, des espaces de réunion, qu'on ouvre au modèle hybride, c'est-à-dire une partie effectivement des équipes in situ, une partie à distance. Tout ça, une fois de plus, accéléré par l'expérience heureuse ou malheureuse du Covid, et la sphère publique n'échappe pas en fait à cette évolution et à cette grande tendance en fait de réorganisation tout court et de réorganisation de ces espaces de travail également. Super intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi des espaces de créativité ? Est-ce que finalement des méthodologies de travail qu'on retrouve dans le privé viennent aussi dans des secteurs qui sont finalement traditionnellement moins ouverts à ce type de travail, par exemple le design thinking, des espaces où on va favoriser la créativité, etc. Est-ce qu'on retrouve ça aussi ? Alors je tiens à dire qu'on peut être public et qu'on peut être innovant et créatif. Pour travailler maintenant depuis près de 30 ans auprès d'acteurs publics, j'en côtoie beaucoup qui, même s'ils ont un jeu de contraintes assez fort,
voire quand ils sont confrontés aussi à des injonctions paradoxales, ils ont une peut-être difficulté à être créatifs, mais sous la contrainte, on peut être aussi créatif et innovant. Les labs, effectivement, voient le jour dans un certain nombre d'organisations publiques. Les services déconcentrés de l'État ont déployé en fait des labs, notamment à l'initiative de la DITP ou de la DINUM en fait. Donc c'est des choses qui existent. Et quand on réfléchit à ces nouveaux espaces de travail, on réfléchit aussi dans un service déconcentré de l'État, chez un opérateur public, à des espaces de créativité, des lieux où on se réunit et on va réfléchir à l'évolution de son offre de services. Des acteurs comme les CCI, par exemple, les chambres de commerce et d'industrie, qui ont été confrontés à une restructuration assez lourde depuis plus d'une dizaine d'années, réfléchissent en permanence aujourd'hui à l'évolution de leur offre de services. Et pour ça, ils se confrontent à leurs clients, j'ose le terme, que sont par exemple les entreprises, pour imaginer avec elles les nouveaux services dont ces entreprises auront besoin. Donc là, on est dans, effectivement, l'UX, la co-création, la coproduction, le design thinking. Donc ce sont des mots, qui ne sont pas étrangers, en fait, à la sphère publique. Et une fois de plus, je tiens à militer, en fait, pour ces images parfois d'Épinal qui signaleraient des fonctionnaires qui ne seraient pas créatifs, qui ne seraient pas modernes. Beaucoup le sont, on a la chance de les côtoyer. D'ailleurs, moi j'ai 2 exemples comme ça. On a allé interviewer Cédrico récemment au ministère de l'économie et des finances, et le lieu dans lequel on a été reçu était un lab. Donc effectivement, on en a déjà vu un récemment. Et l'autre, c'est on a pitché pour faire des partenariats avec Pôle Emploi dans leurs bureaux dans lesquels ils travaillent sur toutes les nouveautés, les projets d'innovation, etc. Et effectivement, j'avais l'impression d'être dans un incubateur pour start-up. Tout était pensé pour recevoir des pitchs, pouvoir se réunir, etc. Donc voilà, ça me fait penser à ce que tu décris, en tout cas en termes de lieux de travail innovants. Et c'est vrai que ces espaces de travail sont souvent le reflet d'une modernité ou d'une créativité plus ou moins importante. Et une fois de plus, les acteurs publics sont en train de beaucoup travailler en fait sur ces dimensions-là, et on en accompagne de plus en plus, qu'on soit une collectivité territoriale, une banque publique de développement, un opérateur public, une direction d'administration centrale, parce que ça a un effet naturellement sur le citoyen qui fréquente ces espaces. Ça a aussi un effet sur les équipes elles-mêmes, sur les agents publics, les fonctionnaires qui travaillent au sein de ces espaces, parce que, une fois de plus, ces espaces sont supposés favoriser la coopération entre eux, casser les cloisons au sens propre comme au sens figuré, inviter à la créativité. Et donc ce sont aussi les sphères publiques qu'on observe et qu'on accompagne, des espaces de créativité. Excellent. Et alors du coup, est-ce que tu as une actu à nous partager ? Alors, au titre des actualités, en fait, auxquelles beaucoup de citoyens peut-être ont été confrontés ces dernières semaines, on a eu la chance de participer à un magnifique programme de dématérialisation qui avait un nom un peu barbare, en fait, qui s'appelait Démat et qui s'appelle toujours Démat ADS pour dématérialisation de l'application du droit des sols. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? C'est tout simplement le permis de construire en ligne. Donc demain, effectivement, le citoyen, dit le pétitionnaire, va pouvoir déposer en fait en ligne sa liasse de permis de construire, ces fameux CERFA, de façon dématérialisée, beaucoup plus simple, sans avoir à se déplacer. Là aussi, c'est un programme qui a vécu une forme d'effet domaine lié au Covid, puisque personne ne pouvait se déplacer. Donc il ne fallait pas arrêter l'activité en fait économique liée à la construction et à la rénovation. Par exemple, la rénovation énergétique. Ces projets-là peuvent faire l'objet ou peuvent exiger en fait le dépôt d'autorisation d'urbanisme, dont la plus connue est le permis de construire. Donc tout ça est aujourd'hui dématérialisé, à la fois le dépôt en ligne comme la chaîne d'instruction qui se cache derrière le dépôt en ligne une fois qu'on a déposé son permis de construire. Et ça, c'est un autre défi qu'a relevé l'État avec le soutien de toutes les collectivités territoriales, puisque ça a été une opération qui a mobilisé à la fois le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Culture, le ministère de la Fonction et de la Transformation publique, le ministère de l'Intérieur, les grandes associations de collectivités territoriales qui sont les services instructeurs, en fait, au sein des différentes régions. Donc on voit qu'on a un mouvement d'ampleur, et c'est beau de voir le service public se moderniser, donc innover, être créatif et dématérialiser une partie de chaîne d'instruction qui était objectivement assez complexe à décoder pour le citoyen, assez chronophage et donc beaucoup plus transparente et lisible aujourd'hui.
Excellent. Et donc du coup, Conviction RH, c'est un partenaire du groupe freelance.com. Et si je ne dis pas d'erreur, ce projet, on l'a finalement travaillé ensemble. Alors on a eu la chance d'y contribuer, effectivement, en tant que Inops, freelance.com, Conviction RH, donc en tant que partenaire, puisqu'on intervenait dans le cadre d'un marché dit DITP, on a été un certain nombre à les accompagner, et nous on avait un axe de travail particulier, puisqu'on a notamment travaillé sur la dimension communication et conduite du changement de ce programme. Parce qu'on le sait, dans un programme de digitalisation numérique, de dématérialisation, il y a la dimension technologique, mais il y a aussi la dimension adoption de nouveaux usages. Et donc là, on est quasiment dans des changements de pratiques, de nouvelles postures, donc au niveau des services instructeurs, au niveau de l'ensemble des acteurs publics que j'évoquais tout à l'heure. Donc on a fait un gros travail à la fois de communication interne, mais aussi externe vers les citoyens pour leur signaler que ça y est, aujourd'hui on peut déposer son permis de construire en ligne, mais aussi de conduite du changement au sens plus large du terme pour faire adhérer en fait à ces nouvelles pratiques les équipes de fonctionnaires, instructeurs, donc avec beaucoup de mobilisation au niveau des élus et au niveau des fonctionnaires, et avec également toute une gamme de formations en fait qu'on a pu déployer sur le terrain et ce qu'on appelle l'assistance au déploiement, donc à l'usage de ces nouvelles solutions, puisque la dématérialisation est passée par le déploiement de nouvelles solutions technologiques à l'usage de l'ensemble de ces publics. Donc, projet magnifique, en fait, qu'on a conduit depuis 18 mois, qui est en cours de déploiement encore, même si on est en go live depuis le 1er janvier 2022. Mais sur un programme de cette ampleur et de cette complexité, il se passe tous les jours des choses. Et c'est un projet qui a vu le jour assez rapidement, vu l'ampleur du projet. Donc, félicitations, parce que c'est pas évident de gérer une telle transformation aussi vite. C'est clair, il faut surtout féliciter la mobilisation générale en fait des agents publics autour de ce programme. On a, j'espère, contribué et facilité un certain nombre de choses, mais ça a été une mobilisation générale d'ampleur et particulièrement réussie. Super, merci beaucoup Loïc. Et puis merci à toutes et à tous qui nous écoutez. Vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews Changemakers sur notre chaîne YouTube freelance.com ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Merci et à bientôt.